Voilà, on va donc, avec Sonia, redonner la parole à nos amis du ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche français, pour justement parler du dispositif d'influence français sur les stratégies internationales du développement du numérique dans l'enseignement supérieur. Et donc, j'ai le plaisir d'abord de donner la parole à mon amie Marie-Françoise Crouzier, qui est le chef de la mission de la pédagogie et du numérique au ministère, la MIPNES, dont les UNT, bien sûr, dépendent pour leur développement et leur financement et leur organisation. Eh bien, bonjour à tous. Alors, permettez-moi tout d'abord de remercier très chaleureusement Sonia Dubourg-Labrosse et la Commission nationale française pour l'UNESCO, sans qui cette conférence n'aurait pas vu le jour, mais aussi l'équipe de l'IGA-ENR qui a commis le rapport sur les UNT, rapport qui ouvre des perspectives nouvelles pour ces universités numériques thématiques. Alors, j'ai le plaisir d'aborder la question de l'influence française en matière de numérique avec mes deux collègues, Sophie Touzé, qui replacera mes propos dans le champ de l'open education, et Anne Boyer, qui apportera de nombreuses illustrations de la stratégie française à partir des actions des UNT. Le titre « Dispositif d'influence français » m'amène à reprendre de très nombreux éléments qui ont été abordés et m'amène à les mettre en perspective. Donc j'essaierai de ne pas être trop redondante. Ce dispositif repose tout d'abord sur des valeurs défendues avec force dans notre pays. Il résulte d'une stratégie numérique construite à la manière d'un réseau fluvial au fil du temps. Il se traduit par un ensemble d'actions prises en prise avec une évolution quasi permanente de notre écosystème. Et en fait, en raison de l'histoire, les UNT vont être au centre de mon propos. Tout simplement parce qu'elles sont des acteurs privilégiés de la diffusion et de la valorisation de l'action éducative française. Alors, tout d'abord, cette influence se nourrit de nos valeurs. Pour la France, l'ouverture des savoirs est une volonté inscrite dans les valeurs de la République: liberté, égalité, fraternité. Depuis Jules Ferry, l'école est gratuite et obligatoire pour tous les enfants de 6 à 16 ans. Avec le numérique, c'est l'université qui ouvre ses savoirs à tous. La France s'est dotée par exemple des 8 UNT, on l'a déjà vu. Elle a initié la plateforme FunMOOC. Elle s'inscrit très nettement dans la dynamique d'Open Education dont Sophie Touzé va parler. À ce titre, elle fait figure de leader et chaque fois que je me déplace, je peux vous dire que nous sommes très enviés à l'international pour ses choix politiques. Ce qu'il faut retenir, c'est que l'ouverture n'est plus seulement vue comme un devoir des États en respect de la Déclaration des droits de l'homme et du droit de chacun à une éducation, mais elle est vue comme un symbole de transformation pédagogique. L'enseignant n'est plus isolé face à son amphi, son cours devient numérique et interactif, son cours est source d'échanges avec ses pairs et ses étudiants au niveau national et international. Alors, l'ouverture, ce n'est pas simplement l'ouverture des savoirs, mais c'est aussi l'ouverture des données. Les données de la recherche, mais aussi les données administratives. La France, dans ce cadre, est engagée dans le mouvement OpenGouv. Elle présidera en décembre 2016 le partenariat pour l'ouverture des gouvernements et elle organisera un sommet sur le sujet du numérique pour toutes les instances gouvernementales, dont l'éducation, du 7 au 10 décembre à Paris. Ce dispositif d'influence français est le produit d'une stratégie, comme je disais tout à l'heure, faite de petites rivières suscitées il y a une vingtaine d'années. Et elles sont destinées à irriguer le territoire national et bien au-delà aujourd'hui. Alors, comment se présente notre stratégie numérique et pédagogique aujourd'hui ?
Elle s'insère dans un contexte global, interministériel, où le numérique est central. Elle a pour toile de fond la refondation de l'école, avec une attention particulière portée sur les transitions entre SCO et SUP. La loi sur le numérique est votée et notre stratégie est dictée par la STRANES et les travaux du CNUM. Alors, je rappellerai juste quelques points clés. Nous avons des propositions qui guident notre action. Je vais citer « Prévoir l'usage systématique du numérique dans la formation et l'évaluation des étudiants ». Ça, c'est la STRANES. La proposition numéro 19 de la STRANES également, « Favoriser l'agilité, l'innovation pédagogique et la culture du oui ». Du côté du CNUM, c'est la même chose. Nous avons des indications très précises. Faire de la formation tout au long de la vie la clé de voûte de la pédagogie universitaire, englobant réellement la formation initiale. Ce que je voudrais souligner, c'est que toutes ces propositions ne viennent pas là par hasard. Elles sont le fruit d'une trajectoire où des initiatives très innovantes se sont conjuguées jusqu'à constituer une ligne de force et entraîner la formation attendue. Alors j'ai essayé de schématiser ça. Encore faut-il que je puisse changer de diapositive. J'ai cru que le suivant serait facile. Alors, je vais essayer. Voilà. Merci. Je vais repartir des années 2000. Vous voyez que j'ai indiqué Canalu. Alors, Canalu a été... c'est un projet du service du film de recherche scientifique qui a mis en valeur toutes les initiatives audiovisuelles pour mettre à disposition toute la diffusion vidéo sur l'Internet de l'enseignement supérieur. C'est un premier pas vers un accompagnement pédagogique et numérique des usagers et des acteurs. Je ne l'ai pas indiqué, mais à partir des années 2000, on a le B2I, le C2I, le certificat Internet, le certificat informatique Internet, une certification nationale, en continuité avec le B2I des études secondaires, qui, là aussi, est un mouvement d'accompagnement à la fois des personnels et des usagers. Ensuite, ce qui préside à la constitution ou en tout cas dans les mouvements de fond qui ont prévalu à la constitution des UNT, je pourrais signaler le MIT, qui a mis pour la première fois en ligne la totalité de ses cours, le MIT OpenCourseWare, qui a influencé le concept même d'UNT. Les universités numériques thématiques sont créées dans cette mouvance-là pour la mise à disposition d'un ensemble de ressources, soit de formation elle-même, soit de ressources qui viennent en complément des formations. Cette constitution des UNT prend un temps relativement important, puisqu'elles sont toutes constituées entre 2003 et 2008. À ce moment-là, la production est vraiment exponentielle. On a aujourd'hui 34 000 ressources. Elles se sont constituées en grande majorité pendant ce temps-là jusqu'à aujourd'hui. Ces ressources ont nécessité une mise en ordre des acteurs. Il fallait avoir une indexation commune, un référencement commun, prévoir une interopérabilité. Et la production elle-même en a eu des conséquences. C'est la même chose pour tout ce qui concerne la fabrication elle-même, avec des chaînes éditoriales, avec des outils, des services qui ont poussé les UNT et l'ensemble des acteurs à se transformer en continu. On n'est pas dans un paysage stable et fixe, les choses évoluent en permanence. Ensuite, donc dans cette activité extrêmement intense, en 2013, Geneviève Fioraso donne un guide,
l'agenda numérique avec une série d'actions. Il y a eu 18 actions à mettre en œuvre. Ces 18 actions ont été organisées ou suivies, ont été suivies par une instance, le Codornum, qui fixe encore aujourd'hui des priorités. Une de ces actions, vous la connaissez toutes, c'est Fun, avec le projet d'une plateforme de MOOC qui aujourd'hui est constituée non pas en fondation mais en GIP 2014. Et le succès de cette plateforme a eu pour conséquence une prise de conscience. Les acteurs ont intégré qu'il fallait absolument changer. Mais les MOOC ne sont pas suffisants. C'est mis en place une plateforme gouvernementale, la plateforme Supnumérique, dont je vais aborder quelques aspects tout à l'heure, pour donner un accès unique à toute la stratégie numérique, que ce soit vis-à-vis des gouvernances, vis-à-vis des personnels ou vis-à-vis des usagers. Aujourd'hui, où en sommes-nous ? On a, comme je disais tout à l'heure, les axes définis par l'Astranes, les travaux du CNUM, le rapport IGA-ENR sur les UNT qui nous donne des pistes pour évoluer. Alors, dans cette stratégie, un élément clé est celui de supnumérique et je vais vous en donner quelques illustrations. Un portail avec quelques caractéristiques. Il se veut vraiment au service des usagers, au service des établissements, mais aussi de tous les acteurs et des étudiants. Un service qui se veut en interaction avec le public. Et nous avons la possibilité de faire remonter les avis des uns et des autres pour améliorer ce portail-là. Un portail qui permet de se former avec les nombreuses ressources de toutes les UNT, puisque ce portail canalise l'ensemble des 8 portails existants de chaque UNT. Un portail qui permet également aux enseignants de trouver toutes les ressources utiles pour leur enseignement. Un portail qui se caractérise par son moteur, qui a fait le succès de cet espace-là et qui a été proposé à l'international avec notamment le portail ID9. Mais bien évidemment que ce portail donne accès aussi à tous les MOOC qui sont proposés par la plateforme FunMOOC, avec une caractéristique, c'est qu'on a en plus un calendrier qui permet de s'y retrouver plus facilement. Un autre accès qui me semble extrêmement intéressant, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est Canalu. On voit bien que toutes ces actions s'ajoutent et se renforcent les unes les autres. L'accès également à ID9 et l'ouverture sur l'international. Alors, au niveau des caractéristiques de notre stratégie, c'est l'essaimage au niveau de l'Europe, au niveau de la francophonie, mais aussi au niveau de l'international. Alors, au niveau de l'international, je citerai les conventions bilatérales avec le Mexique. Les UNT ont donné envie à nos amis mexicains de créer quelque chose d'analogue, alors qui n'est pas strictement identique, qui correspond à leurs besoins et à leur vision de leur stratégie numérique propre, leurs besoins en ressources. Mais nous avons un partenariat extrêmement serré, puisque nous contribuons à co-construire des ressources ensemble et à les diffuser de façon beaucoup plus large. Alors, tout ce travail-là est bien sûr très conséquent, nous donne des perspectives pour la suite. Je voudrais souligner le formidable travail de pionniers
qui s'est déjà engagé, qui parfois est méconnu. On a l'impression de réinventer un certain nombre de choses, alors que l'histoire nous montre que ça a commencé il y a déjà longtemps. Mais ce travail se poursuit dans un environnement en perpétuelle évolution, ce qui implique à chacun à perpétuellement grandir, lâcher prise pour poursuivre un défrichage ailleurs ou autrement. Et pour les UNT, une voie renouvelée, remodelée se dessine, qu'il s'agit maintenant de poursuivre. Mais avant de m'engager sur l'avenir, je vais donner la parole à mes collègues pour présenter à la fois, alors peut-être oui. Anne d'abord, oui. Pour l'illustration sur les UNT et cette formidable essaimage à l'international. Merci Anne, comme tu sais faire, synthétique, formidable. Après cette introduction, j'aurai à peine le temps donc de vous dire quelques mots, juste pour vous rappeler qu'aujourd'hui je suis la porte-parole des 8 universités numériques thématiques. C'est au nom des 8 que je vais m'exprimer maintenant et apporter une contribution par des universités numériques thématiques au dispositif d'influence français que vient de présenter Marie-Françoise Crouzier. Alors juste quelques mots pour rappeler l'initiative UNT qui dure, comme on l'a vu, depuis plus de 2 ans et qui sert en particulier à constituer un patrimoine pédagogique numérique français avec comme objectifs principaux de fournir des contenus de qualité validés par des utilisateurs, validés aux utilisateurs et produits par des enseignants de l'enseignement supérieur. De soutenir en particulier la production collaborative et de diffuser ces contenus partout, là où ils peuvent être utilisés, où ils peuvent être utiles, et de garantir à tous l'accès aux contenus disponibles et en ça, partager un des objectifs qui était rappelé par l'UNESCO tout à l'heure, d'accès à la connaissance et du savoir partagé. Les valeurs fondamentales qui soutiennent les UNT, je les ai essayé de les synthétiser dans ce schéma. D'abord, nous en avons beaucoup parlé hier, c'est avant tout mutualisation et partage, en particulier entre les membres qui sont les établissements d'enseignement supérieur qui nous constituent, mais aussi avec nos utilisateurs. J'ai entendu parler tout à l'heure de co-construction avec les étudiants. Nous avons des expériences réussies dans ce domaine dont nous pourrons parler à un autre moment. Deuxième aspect très important, c'est l'ouverture, l'inclusion et la gratuité. Toutes les ressources que nous proposons sont des ressources ouvertes, ce sont des ressources éducatives libres au sens de la déclaration de l'UNESCO qui a été rappelée également tout à l'heure, et nous participons ainsi à un système d'enseignement supérieur inclusif ouvert à tous, puisque nous avons aussi la prise en compte des certain nombre de handicaps dans la production de nos ressources afin d'éviter une autre fracture numérique en rendant un accès difficile. Enfin, nous travaillons beaucoup avec des valeurs qui sont fondamentales. Qualité, toutes nos ressources sont labellisées et par des experts scientifiquement, pédagogiquement et techniquement. Et nous sommes aussi des lieux de créativité et d'innovation puisque nous partageons avec nos établissements le risque lorsqu'il s'agit d'innover en matière pédagogique. Nous avons donc 34 000 ressources éducatives libres qui sont toutes indexées en Suplom FR et scientifiquement, pédagogiquement et techniquement validées par des experts du domaine. Nous avons sur les ressources que nous proposons des ressources avec une grande diversité d'objectifs. Vous trouverez parmi nos 34 000 ressources des ressources et des contenus pour apprendre, pour enseigner, pour se préparer à un examen, pour reprendre dans le cadre d'une poursuite d'études lorsqu'on est parti, quand on entend dans une vie professionnelle. Nous avons aussi une grande diversité de formats qui va de petits PDF interactifs et très facilement réutilisables dans sa propre pédagogie jusqu'à des collections de documentaires ou même des web documentaires qui vous permettent de naviguer à votre rythme et de parcourir avec votre propre objectif un certain nombre de contenus scientifiques. Nous avons bien sûr aussi des MOOC, dont un certain nombre, la plupart, sont abrités sur la plateforme FunMOOC qui s'est présentée tout à l'heure. MOOC qui sont en particulier présentés hier par UVED, par sa directrice Delphine Pommeret, avec un certain nombre d'objectifs, dont le premier est de proposer des versions multilingues, en particulier des vidéos qui composent les MOOC qui sont proposés par UVED. Il faut savoir qu'actuellement, toutes les ressources audiovisuelles et autres qui l'accompagnent sont traduites en anglais et vont bientôt l'être en espagnol. Ce
ce qui permet de garantir à ce qui est fait une visibilité internationale reconnue au travers des usages, notamment avec des développements à l'international, avec une université indienne, la Terry University, spécialisée dans le développement durable, mais aussi dans le cadre des travaux qui sont menés avec le Mexique, dont a parlé Marie-Françoise Crouzier, et également en Asie. Et puis également des partenariats qui nous permettent de construire à l'international des MOOC. Je vous présente ici juste un MOOC qui est en cours, qui fait partie d'une série sur les Teachers Series ou l'accompagnement des enseignants à l'utilisation du numérique en pédagogie. Ce MOOC-là particulièrement est consacré à l'usage des ressources éducatives libres et vous pouvez voir parmi les invités qui témoignent quelques-uns des grands noms du domaine à l'international. Toutes les ressources sont caractérisées par le fait qu'elles sont faciles à accéder, au travers notamment du moteur SUP numérique qui vient d'être rappelé ici, mais également au travers de nos portails. Le fait que nous ayons une indexation commune, que nous ayons utilisé comme principe de base l'interopérabilité, eh bien, permet de diffuser des ressources accessibles par tous, gratuitement et de partout, en France bien évidemment, mais à l'international tout aussi bien. Pour l'illustrer, quelques données, je n'en ai choisi que quelques-unes, des accès nombreux qui existent aux ressources depuis l'étranger. Carole Shirley, directrice de l'UH, a rappelé hier que nous avions 9 millions de connexions en sous-estimation sur nos portails. Eh bien, sur les portails spécifiques de l'UH, un tiers proviennent de l'étranger, 45% sur le portail de l'UNT au Neige, 40% sur le portail du NIT, plus de 35% sur les campus numériques en médecine de l'UNF3S, 25,3% sur IT en ligne, etc. Sur le schéma qui est donné à côté pour les campus numériques de l'UNF3S, à titre d'exemple, vous pouvez voir les pays principaux accesseurs de nos ressources. Ici, vous voyez qu'il y a essentiellement de la francophonie, avec aussi beaucoup d'accès qui viennent du Canada, de la Belgique ou de la Suisse, de l'Afrique francophone, mais aussi des accès de pays non francophones, comme les États-Unis et d'autres, l'Inde, etc., que vous pouvez voir ici. Ce qui conduit aussi à avoir parmi nos partenaires et nos collaborateurs un certain nombre d'établissements étrangers, soit parce qu'ils sont pratiquement membres de nos UNT, comme l'Université Concordia de Montréal, qui est membre de l'UH, ou l'Université de Moncton, canadienne également, membre du VED. Mais nous avons également de nombreuses collaborations et partenariats de travail avec des pays ou des institutions à l'étranger, UT en ligne, par exemple, avec le Maroc, le Cameroun, le Bénin, mais la liste pourrait être longue, UNIT et la Côte d'Ivoire, le Sénégal, l'Italie, avec un certain nombre de collaborations illustratives, au Neige et la Finlande, les Pays-Bas, l'Espagne, la Lituanie, l'Italie, l'Allemagne, etc. Et ce n'est qu'un sous-ensemble de nos partenaires et de nos collaborateurs. Vous le voyez, nous irradions sur l'ensemble du monde, du globe, par nos actions et par nos collaborations. Nous assurons aussi pour nos membres une présence à l'international, en étant présents dans des salons pour présenter les ressources éducatives libres qui sont produites par nos établissements. Nous sommes présents fréquemment à Online Africa, en particulier l'année dernière en Égypte, à Educa Berlin où nous aurons un stand avec le ministère, avec la MIPNES en particulier, en décembre prochain, qui est un grand salon éducatif qui permet de rencontrer et de mettre en visibilité nos productions. Nous sommes aussi présents dans des conférences où nous présentons l'expérience française autour du numérique, EDN, EADTU, OpenCourseWare, le President Summit d'ICDE, Media et Learning, etc. Nous avons, cela a déjà été dit hier, été lauréats à plusieurs reprises de prix internationaux dans des jurys sur les ressources éducatives libres, en particulier les Media Awards, mais d'autres également. Nous sommes membres d'associations, EDN, ICDE, Media et Learning, partenaires avec nos établissements de projets européens, en particulier par l'UNT au Neige, pour donner un exemple, et le projet Erasmus+, LN for Works, qui regroupe un certain nombre de pays européens autour de l'enseignement et du développement des soft skills dans les diplômes. Et puis, bien sûr, nous sommes présents dans les usages des enseignants, en France, je l'espère, à l'étranger, j'en suis convaincue. En particulier, je vais vous donner un exemple dans une conférence où j'étais invitée pour présenter à des universités allemandes l'expérience des UNT françaises. Avant même d'avoir commencé, j'ai été contactée par un certain nombre d'universités et d'enseignants qui venaient me voir en me disant « Ah, mais les UNT, c'est extraordinaire, nous apprenons, nous sommes enseignants de français, nous faisons apprendre à nos étudiants allemands dans les universités le français au travers des ressources disciplinaires
séminaires qui sont proposés, et le fait d'apprendre une langue en la pratiquant sur son domaine d'expertise a fait attirer de nombreux étudiants qui sont revenus à l'étude du français. Nous participons ainsi, modestement certes, mais à la diffusion de la langue française à l'international. Je le rappellerai, un certain nombre de projets opérationnels en francophonie, mais pas exclusivement. Nos ressources sont moissonnables, cela a été dit, elles ont donc été moissonnées, puisque nous sommes des contributeurs, en particulier du portail qui est été conçu suite aux réunions, aux conférences du D9. Nous avons aussi beaucoup de nos ressources qui sont présentes sur leur porte Courseware France. J'ai entendu dire ce matin, et c'est exact, que les ressources éducatives libres, eh bien, c'était bien à condition de disposer d'un accès à Internet. Nous en sommes tellement conscients que des solutions technologiques ont été proposées, en particulier au travers d'un service Cocorel porté par l'UNT UT en ligne, mais auquel participe l'ensemble des UNT. Cocorel, c'est pour la co-construction de ressources éducatives libres. Nous installons des serveurs miroirs avec un certain nombre de ressources éducatives libres dans des universités partenaires afin qu'ils puissent avoir une utilisation offline de ces ressources. Mais nous passons aussi dans ce cadre-là des conventions. Il n'est pas dans notre objectif d'apporter des ressources, mais de partager avec les universités avec lesquelles nous collaborons. Ça permet donc aux enseignants locaux de déposer leurs propres ressources sur les réseaux de ces serveurs et à la suite d'alimenter nos propres UNT dans un cadre d'échange. 5 serveurs sont installés actuellement au Niger, au Bénin, en République démocratique du Congo, au Maroc, et la semaine prochaine, donc c'est bientôt, au Cameroun. Nous avons aussi des productions collaboratives qui montrent qu'on peut travailler ensemble, même sur des questions complexes. L'histoire des religions dans le bassin de la Méditerranée est, vous en conviendrez avec moi, un sujet difficile, mais qui a été abordé au travers de la co-construction et du travail collaboratif par des enseignants-chercheurs de France, du Liban, de la Suisse, du Maroc et maintenant de la Belgique. Et dans le cadre de l'université UNT UOH, vous pourrez trouver sur le lien que j'ai indiqué ici des productions tout à fait exemplaires de ce qu'un travail ensemble peut permettre de faire. Nous avons également des ressources multilingues, puisqu'une partie de nos ressources sont traduites en espagnol, en anglais, en allemand, mais nous en avons en russe, en chinois, en arabe, etc. Nous avons bien sûr, comme je viens de le dire, dans ce cadre-là, des actions hors de la francophonie. Marie-Françoise Crouzier l'a rappelé dans sa présentation. Le modèle des UNT est un modèle qui intéresse et qui fait rêver, je dois le dire, certains pays étrangers. En particulier, je vais l'illustrer sur le cas de la création des CODAES au Mexique, dans le cadre d'une collaboration intergouvernementale qui a été initiée en 2014. Le modèle des UNT, modèle de production également, modèle d'organisation, mais aussi travail collaboratif. Pour exemple, la ressource en mécanique du point, qui va être coproduite à la fois par nos partenaires mexicains et par l'UNT Uniciel, à la fois avec une traduction d'une partie d'une ressource française existante, qui était fournie par Uniciel, mais aussi par la construction ensemble d'autres ressources, de manière du complément de la ressource, de la moitié de la ressource, de manière à la rendre plus conséquente, plus complète, et du coup également pour nos propres étudiants beaucoup plus intéressante. Enfin, nous avons un soutien à la mobilité, nous avons des ressources éducatives libres pour l'apprentissage du français et des ressources éducatives libres pour l'apprentissage des langues quand vous partez étudier à l'étranger. En particulier, des ressources éducatives libres qui permettent aux étudiants étrangers de s'adapter à la prise de notes quand ils suivent des cours à leur arrivée en France, mais aussi au contexte culturel universitaire français pour éviter les écueils d'une arrivée dans un pays étranger. L'intérêt pour les UNT, et ça sera ma conclusion, ne se manifeste pas que dans les exemples que j'ai pu donner. Ça a été rappelé hier lors de la présentation du rapport de l'IGAINER par Jean Delpech de Saint-Guilhem. Les États-Unis sont également très intéressés par ce que l'on fait. Nous avons des collaborations et des échanges avec le conseiller de l'équipe Obama qui avait en charge le développement des ressources éducatives libres aux États-Unis, avec un partenariat qui sera sans doute prochainement signé entre nos deux pays et un élargissement peut-être au Brésil. Une expérience française donc reconnue à l'étranger. Je donne d'autres exemples avec des pays d'Asie centrale, de l'Est européen, dans le cadre de forums auxquels nous avons pu participer. Une reconnaissance aussi matérialisée, comme vous pouvez le voir, ici par un des grands providers d'Internet en Chine qui, je
traduit ses propos, fasciné par les ressources qui étaient proposées par les UNT, nous a demandé l'autorisation de les traduire en chinois pour les diffuser en Chine, sachant que bien sûr nous avons également la possibilité de diffuser ces ressources en chinois et que c'est aussi un moyen d'attirer vers le français des étudiants chinois et vers les études en France. En conclusion, les UNT, c'est certes un répertoire de ressources ouvertes et libres produites par les enseignants de l'enseignement supérieur, toutes indexées et donc facilement accessibles également au sens universel avec la prise en compte du handicap, du multilinguisme et de la multiculturalité, respectant, c'est au cœur même de nos productions, le droit d'auteur, mais encourageant un comportement responsable. Je bénéficie de la communauté, mais comme j'espère vous l'avoir montré, je suis aussi un contributeur. Dans tous nos partenariats, nous sommes dans des relations d'échange. C'est donc, je l'espère, pour vous tous, un outil de visibilité, d'attractivité et de collaboration à l'international, outil dont j'espère vous saurez vous emparer. Merci beaucoup. Bravo. Pardon de t'avoir accéléré, mais tu as parfaitement accompli ta mission. Merci beaucoup. Je comprends pourquoi hier le ministre a dit que j'étais un VRP des UNT et je pense que j'avais bien raison. Voilà, merci de ta présentation très synthétique et très riche. Quelques minutes pour Sophie Touzé, qui est vice-présidente de MIT Open Education Consortium. Open Education Consortium, héritière du MIT Consortium OpenCourseWare. Merci Albert-Claude de me donner la parole. Merci à vous tous. Je suis très heureuse d'être là avec vous sur ces 2 jours de conférence. À la fois comme en fait expert récemment nommé par Marie-Françoise Crozier pour travailler à l'EMIPNES sur les questions des UNT, des ressources éducatives et de l'international. En tant qu'acteur de la métamorphose numérique dont parlait hier Sophie Penn dans mon établissement d'enseignement supérieur, donc je suis sur le terrain aussi. Et puis enfin en tant que vice-présidente du consortium Open Education. Et c'est cette expérience que je veux partager avec vous maintenant. L'Open Education Consortium, le mouvement d'Open Education, c'est un mouvement universitaire mondial qui est fondé sur l'idée du libre accès au savoir pour tous, sans préjugés de moyens, sans préjugés d'âge, sans préjugés de diplôme et sans préjugés de sexe. C'est important aussi que les femmes accèdent à l'éducation. Et les UNT participent évidemment à ce mouvement d'Open Education. Dans les échanges qu'on a eus depuis hier, on a vu qu'on était vraiment à un moment stratégique. Et en général, quand on est à un moment stratégique, il faut quand même regarder d'où on vient pour savoir après où on va. Et je voudrais vous inviter, juste dans le temps très court qui m'est imparti, de voir en fait d'où ça vient en fait, les ressources éducatives libres et le mouvement Open Education. Et donc j'ai cherché un peu, puis comme je suis française, évidemment, j'ai trouvé un exemple français, ça tombe bien. Et donc les premiers en fait scientifiques qui étaient donc des scientifiques Diderot et d'Alembert ont commencé à promouvoir en fait la diffusion en grand nombre des ressources éducatives. Alors à l'époque c'était effectivement en papier, mais il y a des ressources qui sont très intéressantes. Je vous laisse découvrir. Je pense que ça devrait plaire à Albert-Claude. Comment opérer un œil en 1751. On voit qu'il y avait déjà des détails. Un peu plus tard, donc 100 ans plus tard quand même, il y a les universités populaires. Alors les universités populaires, pour moi, c'est vraiment en fait ce qui va préfigurer aujourd'hui en fait la formation tout au long de la vie, puisque c'était fait pour que les gens qui n'avaient pas eu accès à l'éducation qui venait d'être obligatoire pour tous et qui voulaient, et ça continue aujourd'hui, et ils ont des programmes très intéressants. Il y a des programmes notamment, ils ont une facilité en fait, ils sont très ancrés dans les territoires, ils ont une facilité à travailler avec le ministère de la Culture. Et donc on a des leçons aussi à apprendre de ces gens-là, il va falloir aussi les faire venir avec nous. Je voulais vous parler pour revenir en fait juste avant que le numérique arrive, je suis tombée sur ce texte d'Asimov. Alors il y a une vidéo, je fais juste un essai. Pour voir si ça va, c'est Asimov à qui on avait demandé, en fait Asimov c'était un prof, c'était un enseignant de l'université de Boston avant de devenir le grand écrivain avec plus de 400 ou 500 livres et on lui a demandé qu'est-ce qu'il pensait, est-ce que c'était possible d'avoir une révolution de l'éducation, et donc il a dit non seulement c'est possible mais en même temps il faut que nous l'ayons. Alors je vais juste passer 1 minute de cette interview parce que c'est énorme. Once we have outlets, computer outlets in every home,
each of them hooked up to enormous libraries where anyone can ask any question and be given answers, be given reference material, be something you're interested in knowing. From an early age, however silly it might seem to someone else, that's what you're interested in. And you ask, and you can find out, and you can follow it up. And you can do it in your own home, at your own speed, in your own direction, in your own time. Then everyone will enjoy learning. Nowadays, what people call learning is forced on you, and everyone is forced to learn the same thing on the same day at the same speed in class. And everyone is different. For some it goes too fast, for some too slow, for some in the wrong direction. But give them a chance, in addition to school, I don't say we abolish school, but in addition to school, to follow up their own bent from the start. Well, I love the vision, but what about the argument that machines, computers... C'est vraiment un interview super intéressant, je vous conseille vraiment d'aller le voir en entier, parce qu'en fait, il préfigure complètement les UNT, l'Open Education. Enfin voilà, c'est absolument extraordinaire. Et donc, on est en 1988. On arrive en 2000, c'est là que ça naît vraiment, parce qu'en même temps, en fait, on va avoir à 3 endroits, aux États-Unis, en Angleterre et en France, donc le MIT OpenCourseWare, donc Marie-France l'a redit, le président Charles Vest est décidé en fait à ouvrir ses contenus, tous ses contenus de tous ses cours, enfin de toute son université, et il va surtout convaincre, en fait j'en ai discuté avec le MIT, il va convaincre tous les enseignants, ce qui, imaginez quand même, c'est pas encore gagné encore aujourd'hui dans toutes les universités. L'Open University évidemment en Angleterre, et puis en France le mouvement en fait, l'initiative Campus Numérique. Et sur cette initiative Campus Numérique, il y a un très bon bouquin que je vous conseille de Françoise Thibault qui parle des campus numériques comme... alors c'est l'archéologie d'une initiative ministérielle qui en dit beaucoup sur comment sont construites les initiatives, et c'est vraiment très intéressant. On retrouve plein de détails. Donc l'université numérique thématique, on en a parlé, reparlé. La première avec Albert Claude Benamou, je vais pas aller plus loin. L'enjeu global, en fait, pour l'Open Education Consortium, l'enjeu global, c'est effectivement, en fait, de donner à tous l'accès à l'information, des contenus scientifiques importants et validés par des universitaires. Et nous, notre travail, en fait, il va se jouer à plusieurs niveaux. Il va se jouer avec les grands organismes, dont l'UNESCO, dont l'ICDE, dont l'OCDE et l'OIF, qu'on a fait récemment entrer dans le consortium et qui travaillent avec nous. Donc, par exemple, on a très récemment, l'année dernière, créé un référentiel de ressources sur les compétences sur les ressources éducatives libres avec l'UNESCO et l'OIF. Il y a un nouvel atelier qui aura lieu le mois prochain, et ce référentiel, il va être traduit, il est en français au départ, il va être traduit en anglais, en arabe par l'ALESCO. Bref, donc il y a des tas de choses qui se passent. Alors ce qui est amusant, c'est que quand on voit des gens de l'UNESCO qui viennent et ils ne parlent pas de ça, etc., en fait, on voit que dans les grandes organisations, il y a des tas de gens qui font plein de choses. Et un des objectifs, en fait, pour l'Open Education et au niveau du ministère, c'est essayer de comprendre et de mettre tous ces gens, en fait, en synergie pour qu'on aille plus vite, plus loin. Dans le cadre on travaille donc avec les grandes organisations, mais aussi on travaille avec les gouvernements, on travaille aussi avec les gouvernances. Les gouvernements, en fait, pour faire des politiques publiques, pour mettre l'Open Education dans les politiques publiques, notamment, en fait, la Pologne et la Slovénie qu'on vient de voir. Il y a aussi, effectivement, Al Plotkin d'Obama. Et on travaille aussi, hier François Tadei parlait d'une démarche R&D, et donc nous on a aussi cette démarche R&D, et si à l'origine notre désir était d'ouvrir les portes des universités, on s'est posé la question de savoir, notamment avec l'expérience MOOC, est-ce que c'était suffisant? Pourquoi des tas de gens, en fait, abandonnent? Et on se pose, la question qui, pour l'instant, la réponse qu'on a a priori en ce moment, c'est de se dire que, effectivement, on leur donne tout, mais est-ce qu'ils ont les codes, hein? Et c'est pas étonnant que ce soit finalement des bacs plus 3 qui continuent, en fait, dans les MOOC. Ouais.
Juste un truc très important en fait pour l'enseignant en fait l'enseignant dans les universités, c'est qu'il va pouvoir en fait grâce à l'open education, c'est ce qu'on disait la transformation, l'innovation pédagogique, il va pouvoir en fait co-créer, apprendre à co-créer. C'est incroyable comme un prof avant il pense qu'il est tout seul et non là il va pouvoir co-créer. Et puis avec cette idée de crowdsourcing, on avait eu une conférence l'année dernière avec Colin qui est là sur cette notion de crowd teaching aussi qui est très intéressante. On crée parce que c'est bien de faire des choses, mais il faut les faire connaître. Et donc, on s'est aperçu que les conférences étaient bien, mais ça ne suffisait pas. Et donc, on a travaillé avec un cabinet d'innovation sur le modèle dont parlait Sophie Penn, sur ces ateliers de co-design. Et on a créé les Open Edudays. Donc, on en a déjà fait 5 et on va en mettre en place encore cette année avec d'autres universités. Parce que là, on fait pratiquer ensemble des enseignants, des étudiants et des citoyens. Et on leur fait co-créer une ressource dans la journée. Une fois qu'ils ont goûté, ils reviennent et ils vont pouvoir utiliser les ressources. Donc ça, je ne viens pas puisqu'on en a parlé. Donc ça, c'est tous les organismes avec lesquels on travaille. Les objectifs, je n'en parle pas non plus. Influence de la France, on a quand même une annonce qui a été faite dans la conférence de presse de Thierry Mandon à la rentrée sur la contribution française au mouvement Open Education dans la francophonie. La France s'engage davantage dans l'Open Education afin de participer à ce grand mouvement. Donc on a quand même des traces qui sont tangibles. Et puis, les deux nouvelles, c'est entre autres l'influence de la France. Cette année, on va avoir un focus obligatoire sur la France dans 2 consortiums. Donc, l'Open Education Consortium, puisque cette année, en 2017, je vais avoir la présidence pour 2 ans. Et puis, au niveau d'Open Government Partnership, comme Marie-Françoise Crozier l'a dit, on a aussi la présidence. Donc, effectivement, tous les pays partenaires vont être concentrés sur la France. Je trouve que la synchronicité est assez jolie. Je vous invite à nous rejoindre, parce que c'est comme ça qu'on va pouvoir avancer. On a besoin de vous, vraiment. Et pour ça, je vous donne 3 dates qui sont intéressantes. Enfin, ce serait bien que vous veniez. Du 7 au 10 décembre, c'est la conférence justement de OJP, en fait. C'est le partenariat pour un gouvernement ouvert. Je donnerai une conférence sur le futur de l'éducation sera ouvert. Et donc, je vous invite à venir et puis à participer si vous êtes là, parce que comme ça, on montrera combien on est multiples. Le 18 décembre, ça c'est directement à destination des UNT, il y a des possibilités d'avoir des awards, et donc la nomination, en fait, elle doit être faite avant le 18 décembre, et donc ça sera donné à la conférence globale. Donc ça, il faut vraiment que cette année, on en ait vraiment plusieurs. Et puis du 8 au 10 mars 2017, on a la conférence annuelle qui a lieu à Cape Town, et donc ce serait bien qu'on ne soit pas que 2-3 Français dans la salle. Voilà, je vous remercie. On est ce qu'on partage, We are what we share, donc je vous invite vraiment à venir avec nous. Voilà. Merci beaucoup.